donc lancer cette table ronde. J'espère que tout le monde m'entend bien, parce qu'il y a un brouhaha, ça va, très bien. Donc une table ronde, on va se concentrer vraiment sur la filière française, la filière industrielle française ferroviaire, pour voir un petit peu comment elle s'en sort dans cette nouvelle donne, quelles sont ses forces et ses faiblesses. La nouvelle donne, elle est liée d'une part à l'après-Covid qui a laissé des traces, et puis aussi bien sûr l'inflation, la hausse de l'énergie, et puis aussi un phénomène nouveau et sans doute qui va être de plus en plus important, c'est-à-dire les politiques RSE des entreprises qui par exemple donnent des notes, des critères environnementaux qui sont de plus en plus importants dans les appels d'offres. Donc en partant de cette nouvelle donne, nous allons voir comment la filière française s'en sort et la grande question derrière, est-ce qu'il faut-il qu'elle se réorganise? Pour en parler avec nous, je vous présente tout de suite nos invités. Tout de suite, à ma droite, Guy Talbourdet. Vous êtes là avec deux casquettes. Une casquette FIF, Fédération des industries ferroviaires françaises, puisque vous êtes vice-président de la FIF. Et puis, vous êtes aussi directeur général du groupe Delachaux. Vous nous présenterez en quelques mots tout à l'heure votre entreprise. À côté de vous, Michel Marson, vous êtes directeur des achats chez SNCF Réseau. Oui. Oh pardon, excusez-moi, j'anticipais. Voyageurs. Et à côté de vous, justement, Valérie Giraudon, directrice des achats chez SNCF Réseau. À côté de vous, Antoinette Cousin, vous êtes présidente de Beautrec. On va dire d'abord Stéphane Brunet, président de Vaperail. À côté de vous, Laurent Boyer, vous êtes président de Mobility de Siemens Mobility France. Et enfin, Michael Bazin, vous êtes à la direction générale des entreprises et vous vous occupez notamment de l'industrie ferroviaire. Merci à tous d'être là. Donc, vous êtes nombreux à participer à cette table ronde. Donc, ce que je vous demanderais, c'est d'être assez rapide dans vos propos liminaires. Ne dépassez pas 3-4 minutes, si possible, dans un premier temps, sachant que, bien sûr, je vous donnerai la parole. Et puis, vous, public, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. On vous proposera aussi le micro tout à l'heure pour toutes vos questions. Je commence tout de suite par vous, Guy Talbourdet. Je disais tout à l'heure que la filière ferroviaire française vit en quelque sorte une profonde transformation. Je voudrais savoir, vous, du côté de la FIF, donc là, vous intervenez en tant que vice-président de la FIF, quel constat vous faites? Est-ce que vous pouvez nous dresser une sorte de panorama de la filière aujourd'hui et puis nous dire justement quelles sont les conséquences, selon vous, de tous ces nouveaux éléments que j'ai cités tout à l'heure? Oui, bonjour. Donc en effet, j'interviens comme vice-président de la FIF, mais je suis bien entouré avec les camarades administrateurs Laurent Boyer, Stéphane Brunet, le président Louis Nègre qui est là. Donc voilà, la filière française et la FIF représente les industries de cette filière, est une filière forte, c'est une filière importante. Nous sommes la 3e filière mondiale et comme on recherche régulièrement un réseau industriel, des entreprises fortes en France, nous les avons dans le ferroviaire. Alors, la filière représente à peu près 1300 entreprises. La cartographie est en cours. Évidemment, il est toujours difficile de s'arrêter puisque une entreprise peut être dans le ferroviaire et également dans d'autres secteurs, représente 200 000 emplois directs et est représentée par des entreprises de toute taille. Les PME, c'est la grande majorité des entreprises de cette filière. Et donc, j'ai deux collègues qui sont avec moi pour représenter ces entreprises. Des entreprises comme la mienne, donc, qui est une entreprise de taille intermédiaire, c'est un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Les grands groupes leaders, alors évidemment, il y a un grand groupe en France, Alstom Bombardier, mais on a également des filiales françaises de grands groupes, comme Laurent à la tête de Siemens. Et puis au-delà de ces entreprises industrielles, on a également des grands acteurs, ils sont à ma droite, qui sont aussi d'ailleurs en partie des industriels. Et donc on a cette chance de pouvoir avoir une filière qui non seulement est forte, mais exporte très fortement. Et donc c'est la grande force que nous avons et qu'il faut développer. Alors vous me proposez de dire en quoi on a vécu, comment on a vécu ces dernières années. Exactement, et puis peut-être, vous avez cité quelques chiffres. Est-ce que ce nombre d'entreprises, est-ce qu'il a tendance à se tasser? Est-ce qu'il y a des conséquences d'ores et déjà sur cette filière, sur le nombre des entreprises, sur leur taille, dès aujourd'hui, avec les conséquences dont on a parlé?
Alors pour la FIF, nous on a un nombre d'adhérents croissant. Donc si je prends cet indicateur, la filière se développe. Elle se développe aussi, le nombre d'adhérents, parce que la vocation de la FIF, qui est de l'innovation, la recherche, la formation professionnelle, en particulier avec tous les clusters régionaux, et ils sont bien représentés aujourd'hui au CIFER, l'AIF bien sûr, la région Occitanie qui est très dynamique. Eh bien, de notre point de vue, en tout cas en tant qu'organisation professionnelle, on trouve un nombre croissant d'entreprises. Après, je parle sous le contrôle de directeurs, éminents directeurs des achats, qui ont également leur panel de fournisseurs et qui savent comment évaluer le panel, ils peuvent vous renseigner. Il y a des difficultés évidemment de filière, et l'explosion des coûts de l'énergie, les tensions d'approvisionnement, l'inflation ont créé des difficultés réelles. Je pense que la filière est quand même assez résiliente. Maintenant, il est encore un peu tôt pour moi de en parler. Je vois Jérôme Duchange qui est en train de mener à bien à terme le projet de cartographie. Et on aura vraisemblablement des chiffres et on peut y répondre plus concrètement dans quelques semaines. Alors, parlons de votre entreprise. Vous, en tant que dirigeant d'entreprise, comment vous ressentez cette crise et cette nouvelle donne? Alors, l'entreprise de l'achat est une entreprise familiale, donc comme la Direction générale des entreprises, et on est en France, catégorise fortement, on est des entreprises de taille intermédiaire, c'est-à-dire un peu plus d'1,1 milliard € de chiffre d'affaires, 3900 personnes. On est présent sur tous les continents. La France ne représente que 7% de notre chiffre d'affaires, donc on a un peu moins de 20% de nos effectifs en France, et en bonne partie dans cette région Hauts-de-France, à Valenciennes et à Douai. Donc on a sur nos entreprises Pandrol et Frocher, qui représentent à elles deux les 2 tiers du chiffre d'affaires du groupe, et qui sont dans tout ce qui est infrastructure de rail, Pandrol, et tout ce qui est signalisation, moteur des cieux, Frocher. On a cette exposition globale qui nous a permis quand même de passer tout ce qui a été crise Covid, puis tout ce qui est crise matières premières, approvisionnement. Le ferroviaire est une industrie considérée comme majeure, donc pendant la crise, nous sommes restés ouverts dans tous les pays, y compris en Chine ou en Europe de l'Ouest. On a évidemment travaillé à partir des problèmes d'inflation sur nos bases de coûts. On a revu le design, puisque évidemment on rentre dans un nouveau monde. Vous allez parler de RSE. On se retrouve avec des coûts de l'énergie, et Pandrol par exemple qui opère des fonderies, qui opère des forges, évidemment impacté très, très fortement. Donc on a travaillé là-dessus, on a travaillé beaucoup sur notre réseau de fournisseurs, et on s'est réjoui d'avoir développé des relations partenariales avec les fournisseurs, et pas seulement des relations transactionnelles. On sait que pour beaucoup, on voudrait que tout fournisseur soit un fournisseur de commodité, et c'est dans les crises qu'on se rend compte qu'un fournisseur ne fait pas que de la commodité, et que pour travailler intelligemment avec les fournisseurs, la relation transactionnelle peut être insuffisante. Et puis après, pour finir concrètement, on a été amené à, d'une part, ajuster notre dispositif industriel. On a rapatrié des fournitures en Europe de l'Ouest, je parle de ce qui se passe en France. Il y a certaines exportations que l'on fait depuis la France, que l'on a dû délocaliser en Asie. Il faut quand même rappeler quelques fondamentaux, l'acier haute élasticité, l'aluminium. En Chine, l'aluminium est à moitié prix par rapport à ce qu'on trouve en Europe. Donc évidemment, ça crée des enjeux dont on parlera sans la RSE. Et puis dernier point, c'est travailler de plus en plus sur notre modèle d'affaires, ne pas seulement livrer un produit, mais être amené à livrer une prestation sur l'ensemble du cycle de vie, que ce soit sur la voie, l'infrastructure de rail ou sur la signalisation, parce que en fait, la valeur de nos produits mis sur voie, elle est minime par rapport au coût d'installation, donc avec les entreprises de BTP qui sont nos clients, par rapport aux coûts de maintenance. Il y a des coûts de maintenance significatifs, et donc réduire ces coûts de maintenance est un enjeu majeur pour rendre le train abordable, par rapport à tout ce qui est réparabilité, recyclage, et puis la SNCF Réseau fait une démonstration sur la réutilisation. Tous ces éléments-là sont en train, ces éléments de modèle d'affaires sont en train de prendre une place
très importante et ça nous permet d'avancer et de bouger beaucoup plus rapidement par rapport à ce qui existait avant qu'arrive la crise. Merci. Michel Marson, donc côté SNCF Voyageurs, je ne me trompe pas cette fois-ci. La SNCF est un acteur très important pour la filière ferroviaire. Vous êtes à la fois un acheteur de matériel, mais aussi vous achetez des matériaux pour la maintenance. Vous, quel constat faites-vous? Et est-ce que vous êtes en train de remodeler justement vos relations donneurs d'ordre fournisseurs? Bonjour à tous, donc Michel Marson, directeur achat du matériel pour SNCF Voyageurs. Oui, alors effectivement, nous adressons un panel d'appels d'offres qui est extrêmement varié. Extrêmement varié, parmi les plus grands, c'est bien évidemment les achats de matériel neuf avec les flottes que nous achetons et qui sont financées par les régions souvent, mais également par SNCF pour ce qui concerne les matériels grande vitesse. Et ça va également un ensemble des pièces de rechange qui sont nécessaires. Et nous avons pour cela environ 1300 contrats cadres qu'on renouvelle tous les 3, 4, 5, 6 ans à peu près et qui permettent d'alimenter environ 220 000 références de pièces parce que c'est un parc qui est absolument énorme. Néanmoins, autour de tous ces appels d'offres, il y a quand même quelques grandes constantes qui sont présentes. La première, c'est que nous recherchons dans nos appels d'offres des industriels qui sont capables de nous suivre et d'être nos véritables partenaires dans leur capacité industrielle, capacité commerciale et financière à livrer des produits et à faire rouler le train tous les jours. Notre objectif, c'est bien évidemment d'avoir des circulations de trains fiabilisées. Et vous comprenez bien qu'on est dans des domaines qui sont extrêmement techniques. Et à partir de là, la fiabilité du partenaire est essentielle parce qu'on a développé des pièces avec lui et on n'a pas de plan B, bien évidemment, disponible très très souvent ou très très rapidement. Donc la capacité du fournisseur à nous aider dans des périodes qui sont alors parfois avec une grande longueur de vue parce que voilà, les choses sont stabilisées, c'est effectivement très bien, mais également dans des périodes qui sont parfois perturbées. Donc ça c'est aussi quelque chose qui est véritablement important. Et s'engager avec la SNCF quelque part c'est aussi s'engager à faire brûler les trains et ces périodes on les a vécues et on les a quand même je dirais passées dans la difficulté mais quand même dans une bonne proximité. Le deuxième aspect, c'est forcément l'aspect économique. Vous savez que SNCF, maintenant, comme tous les opérateurs ferroviaires, on est soumis à la concurrence. On va fleurir ici et là, évidemment, dans toutes les régions, les appels d'offres qui sont menés par les autorités organisatrices des transports. Sur les lignes à grande vitesse, c'est pareil sur notre web. Donc, l'aspect économique est effectivement un aspect absolument essentiel. Et partout, on le voit bien dans les résultats d'appels d'offres, etc. Il est attendu de notre part que nous fassions mieux, mais pour moins cher. Cette question de mieux pour moins cher, ça se décline forcément également sur le secteur achat. Et ce qu'il faut comprendre à travers ça, c'est que c'est un mieux et moins cher sur une forme de TCE. Alors ça, c'est essentiel parce que, bien évidemment, le prix de la pièce, c'est quelque chose d'important. Et au-delà de ça, réussir à gagner de la durée de vie de pièce, réussir par nos compétences d'innovation et notre tissu industriel a cette compétence d'innovation qui est absolument essentielle, c'est quelque chose qui permet de nous faire gagner tous ensemble. On a beaucoup, avec nos filiales de fournisseurs, on a beaucoup de retours d'expérience. C'est notre connaissance commune finalement qui nous permet de pouvoir avancer. La troisième chose, c'est la RSE. Parce que les critères RSE, vous l'avez compris, enfin vous le savez, sont de plus en plus importants. On sera obligé, en 2026, avec la climat, ce sera la loi de mettre des critères RSE dans nos appels d'offres. Donc on a déjà commencé. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il y en a qui existent depuis longtemps. Quand on achète des matériels neufs, il y a toujours des questions de consommation, des questions de recyclabilité de pièces, etc. Donc, ça nous permet effectivement de revoir cela quelque part en profondeur, mais également de se réinterroger aussi sur nos modes d'achat de pièces. Non seulement ce qu'on recherchera, c'est évidemment du matériel intrinsèquement RSE parce que économique, éco-durable, etc., mais également que l'ensemble de la filière achat soit plus propre d'un point de vue RSE.
Et pour cela, enfin, la capacité d'innovation de l'ensemble de nos fournisseurs, c'est quelque chose qui est effectivement majeur. Et on a beaucoup d'exemples où on sait avoir des pièces moins chères que RSE parce que, je ne sais pas, on fait de la réutilisation, on fait du reconditionnement de pièces plutôt que d'en acheter des neuves, etc. Bon, c'est des thèmes qu'on a peut-être développés un petit peu tout à l'heure. Mais en tout cas, dans nos appels d'offres, c'est quelque chose d'important. Une petite question, donc faire mieux pour moins cher, capacité d'innovation, vous demandez beaucoup à vos fournisseurs. Il y a beaucoup, on l'a entendu, beaucoup de PME, de petites entreprises. Et est-ce que c'est pas compliqué pour les petites entreprises de vous suivre? Et comment vous faites pour qu'elles vous accompagnent? Est-ce que vous travaillez main dans la main avec elles? Alors, oui, sur les petites PME, en fait, on a vécu, vous avez raison de le dire, des périodes qui étaient effectivement très compliquées. On a vécu toute cette période de crise, avec, entre autres, toutes les crises Covid, les arrêts, etc., mais des questions de pénurie. Le premier axe qu'on a eu finalement pour travailler, en fait, c'est de se rapprocher des PME et en fait de toute notre filière, parce que on a des besoins, on va dire perturbés, on a besoin de pièces, elles ont des besoins perturbés et elles ont des problèmes de perturbation de production également. Donc, à travers cette relation qu'on a eue, finalement, il y a eu quelque part une sorte de rapprochement et de travailler plus ensemble sur ces périodes pour se donner de la visibilité, effectivement de la visibilité commune. On a également cherché à donner depuis quelque temps beaucoup de visibilité à travers un affermissement de nos commandes. Et ça, c'est un point important parce que... Et ça veut dire quoi par contre, affermissement? C'est-à-dire que on a commandé et on a émis des bonnes commandes pour que le carnet de commandes se remplisse sur 1 an, voire 2 ans sur des pièces électroniques. Souvent, nous travaillons, je dirais, en termes de prévision, parce que les fournisseurs savent globalement quel est notre besoin moyen. Mais là, nous nous sommes engagés et nous avons émis les commandes pour avoir notamment de la commande ferme, ce qui permet effectivement aux fournisseurs de pouvoir approvisionner et d'assurer sa production avec un engagement de la part de son client qui est beaucoup plus fort et qui lui permet de mieux gérer industriellement sa production. Voilà, c'est quelque chose qu'on a fait, en tout cas sur un maximum de pièces qui tournent, parce qu'il encore qu'on ait la visibilité nous, donc qu'on a beaucoup étendu et qu'on cherche et qu'on travaille pour continuer à réétendre et donner ainsi plus de visibilité autant qu'on peut le faire. Merci. Valérie Giraudon, donc côté SNCF Réseau, j'imagine que c'est un petit peu les mêmes principes que vous mettez en œuvre. Et donc, expliquez-nous un petit peu votre politique RSE. Et puis, une question aussi, est-ce que vous constatez, quelle faiblesse vous constatez du côté de la filière ferroviaire? Qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, selon vous? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Écoutez, au lieu de parler de faiblesse, je préférais commencer par parler des forces. Aujourd'hui, on a la chance, avec la filière ferroviaire, d'être dans une filière porteuse. Comme vous l'avez su, récemment, il y a eu des annonces de forts investissements à venir pour développer cette filière ferroviaire. Au niveau de réseau, sur les 3 dernières années, les investissements n'ont jamais été aussi élevés. Donc, on est vraiment dans une tendance sur une tendance très positive, très porteuse. Et donc, avec des investissements qui vont continuer, qui vont se confirmer sur les années à venir. Et avec la deuxième force de cette filière, c'est qu'on est en capacité, on est sur des plans moyens et très long terme. Donc on est dans une filière où on a, par rapport à d'autres industries, cette capacité et cet énorme avantage pour l'ensemble de nos fournisseurs d'avoir de la visibilité et d'être donc capable de s'engager sur des périodes de long terme et donner cette visibilité vis-à-vis de nos fournisseurs. Donc voilà, c'est vraiment un point fort de cette filière. Donc nous, nos objectifs sont d'une part de pouvoir améliorer la performance économique et opérationnelle de réseau. Et donc elle passe par une amélioration de la performance économique et opérationnelle de nos fournisseurs. Et le chantier principal sur lequel on travaille, c'est vraiment
de renforcer la collaboration avec nos fournisseurs en amont. Je dirais de mettre en pratique ce qui se fait beaucoup dans l'industrie, ce qui se fait beaucoup dans la filière automobile, la filière aéronautique, qui est vraiment d'impliquer nos fournisseurs sur l'amont, de les impliquer dans la définition de nos besoins pour leur donner beaucoup plus de visibilité et pour également mieux capter toutes leurs propositions en termes d'innovation. Le savoir-faire, la compétence, elle est aussi chez eux. Et donc, c'est pouvoir d'être vraiment en mode beaucoup plus collaboratif sur tous les développements futurs. Au sujet des PME, on a un tissu des PME très important. On réalise plus de 20% de nos achats auprès des PME, avec plus de 5300 PME. Et un de nos objectifs est bien entendu de continuer à développer notre activité avec les PME. Elles sont absolument indispensables. On a besoin de gros partenaires, de grands groupes, mais on a aussi besoin de ce tissu industriel français. Et j'ai oublié de vous mentionner justement que sur 6 milliards d'achats annuels que représente SNCF Réseau, 97% sont faits au sein en France. Donc vraiment la filière ferroviaire, c'est un levier fort, et je suis d'ailleurs très très ravie que la DGE soit avec nous aujourd'hui, parce que vraiment la filière ferroviaire est une filière vraiment forte pour la filière industrielle française. Je crois que la SNCF a défini un coût carbone. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu la façon dont ça va se passer, comment vous allez le mettre en place? Alors, ce que nous avons décidé, ça va être on commence sur les appels d'offres cette année à mettre en place des critères carbone au sein de nos critères RSE. Comme le bilan carbone de l'entreprise, les actions du fournisseur pour réduire ce bilan carbone. On commence à travailler et à inclure ces critères carbone. On va aussi mettre en place des groupes de travail par famille d'activités avec nos fournisseurs pour travailler ensemble justement quelles sont les démarches qu'on peut avoir collectivement pour décarboner nos activités. L'enjeu, c'est vraiment d'avoir cette démarche collective pour qu'elle soit absolument pas discriminante, mais qu'elle soit positive pour l'ensemble de la filière. Et comment vous faites accompagner par les plus petites PME? Parce que le coût carbone, il s'impose à tous ou pas? Enfin, comment oui, tout à fait. L'enjeu, c'est plus compliqué pour les PME que des gros groupes internationaux. Non, pas forcément, parce que l'enjeu, justement, c'est qu'on ait des critères RSE qui soient très opérationnels, très pragmatiques et adaptés à chaque marché. Et comme je vous le disais, notre objectif, c'est d'avoir une démarche collaborative. Donc, on est en train de lancer des groupes de travail pour vraiment associer nos principaux fournisseurs et les PME afin qu'on puisse avancer ensemble dans cette direction sans laisser de côté des petites et moyennes entreprises, ou au contraire que ce soit un axe de développement aussi pour ces petites et moyennes entreprises. Dernière question, je voudrais aussi la poser à M. Marson. Est-ce que vous avez répercuté la hausse de l'inflation, la hausse des coûts? Et comment vous êtes, Sur la plupart de nos contrats, la plupart de nos marchés, nous avons des formules de révision de prix qui s'appliquent et donc qui permettent justement à nos fournisseurs de pouvoir répercuter sur les contrats les hausses qu'ils ont subies en termes d'énergie, de matière. Sur les marchés pour lesquels on n'avait pas ces formules de révision de prix, on a pris la décision l'année dernière, et on a communiqué avec l'ensemble de nos syndicats, de mettre en place systématiquement ces formules de révision de prix, puisque je vois M. Maigre hocher de la tête, effectivement, il y avait certains marchés pour lesquels il n'y en avait pas. Donc l'objectif a été, on l'a mis en place pour tous les marchés au-dessus d'1 million et au-dessus de 6 mois, d'avoir systématiquement ces formules de révision de prix. Encore une fois, l'enjeu, ce n'est absolument pas de faire prendre le moindre risque à nos fournisseurs. On a besoin de nos fournisseurs, on a besoin des entreprises, et on a besoin de pouvoir faire face ensemble à ces situations difficiles. Merci. Antoinette Cousin, vous représentez une PME familiale. Je vais vous laisser la présenter en quelques mots, parce que c'est intéressant de savoir sur quoi vous travaillez aujourd'hui. Et je vous demanderai comment vous vous adaptez justement à cette nouvelle donne. Quelles sont les difficultés éventuelles, et dans quelle mesure vous êtes lié au marché français? Est-ce que vous avez cherché à vous diversifier? Bonjour à tous.
La société de Prec est une société de tôlerie, mécano-soudure. On travaille tous les métaux et on les transforme pour en faire des pièces techniques ou des pièces d'aspect. L'entreprise existe depuis 1880. Nous sommes basés à côté de Valenciennes et nous sommes 60 personnes à l'effectif. Je la dirige depuis une trentaine d'années. C'est vrai que la crise aujourd'hui a pas été simple pour l'entreprise, mais comme tout chef d'entreprise, on trouve des solutions. Donc, en effet, l'agilité, on a essayé d'abord de changer nos méthodes de management avec le personnel. On a cherché à impliquer davantage l'ensemble des personnels. Pour une société de 60 personnes, c'est très important parce que on ne peut pas perdre d'engagement, on ne peut pas perdre d'efficacité au travers d'un manque d'engagement de l'un de nos collaborateurs. Et donc ça a été le premier objet. Le deuxième objet, c'est de travailler avec nos clients principaux. Actuellement, nous sommes encore à 60% dans le ferroviaire et nous avons réussi en effet à passer ce cap de la crise des matières premières notamment avec notre client principal Alstom pour ne pas nommer. Donc Alstom nous a accompagnés. Pardon ? Vous dites on fait aujourd'hui 60% dans le ferroviaire. Ça veut dire que vous travaillez dans quel secteur et est-ce que c'était essentiel de ne pas rester que dans le ferroviaire ? Oui, tout à fait. On était, avant le rachat de Bombardier par Alstom, on était une majeure partie de notre chiffre d'affaires dans le ferroviaire. On a prolongé notre diversification pour diminuer la dépendance de ce secteur-là, puisqu'on est basé en Hauts-de-France et évidemment, historiquement, nous avions les deux constructeurs en tant que clients. Donc aujourd'hui, c'est très très important d'accompagner, que ce soit de trouver d'autres marchés et également d'aller à l'international. Les petites entreprises, les PME ont du mal, et surtout les PME qui font de la sous-traitance ont du mal à aller à l'export parce qu'il n'y a pas de produits à présenter. D'où notre volonté dans l'entreprise pour répondre à la crise, de continuer à faire des produits et non plus que de la sous-traitance. Donc nous sommes rang 1, rang 2, mais nous travaillons également de plus en plus avec des gros donneurs d'ordre. Est-ce que ces gros donneurs d'ordre vous demandent de changer de taille, de grossir ? Est-ce qu'on vous demande ça ? C'est l'implication, c'est la conséquence en effet, puisque pour travailler directement avec les grands donneurs d'ordre, on a besoin de moyens, on a besoin de se structurer parce que les exigences sont beaucoup plus importantes. Et donc, pour répondre à ces exigences, que ce soit en matière qualité, logistique, administrative, soudure et autres, bien, il faut des ressources et il faut avoir la capacité de payer des compétences. Donc, pour une des solutions, évidemment, ou une des possibilités, c'est de grandir pour pouvoir absorber les frais de structure de toutes ces personnes qui vont elles-mêmes faire grandir l'entreprise en deuxième temps. Et est-ce qu'il y aurait d'autres choix qui vous permettraient d'accélérer votre croissance ? Oui, alors il faut continuer à travailler dans l'innovation. Il faut essayer d'avoir de la visibilité parce que déjà on a quand même du mal avec notre taille d'avoir de la visibilité de la part de nos donneurs d'ordre. C'est plus compliqué quand on est une PME ? Oui, je pense. C'est beaucoup plus compliqué. Même si on a des marchés ont accès à plus d'informations, comment est-ce que le son est très mauvais, je vous entends mal. Oui, je me demandais, vous dites c'est plus compliqué quand on est une PME. Pourquoi ? Pourquoi c'est plus compliqué ? On n'a pas accès aux mêmes informations ? On n'a pas le même poids. On n'a pas le même poids vis-à-vis de nos gros clients. Vous faites moins écouter ? Allez, on travaille en collaboration, on travaille en coopération, mais on n'a pas le même poids. Oui, on est plus fragile. Mais en même temps, je pense qu'on a aussi une grande capacité d'agilité, de répondre. Et je pense qu'en étant dans les Hauts-de-France et en étant fournisseur de ferroviaire, on est aussi capable d'accompagner les nouveaux développements et d'être réactif. Et je pense que tout ce qui se passe dans la filière ferroviaire, il y a plein d'initiatives qui sont prometteuses pour l'avenir. Merci. Innovation, agilité, c'est des mots à mon avis qui vont parler à Stéphane Brunet, donc président de Vaperail. Je vais vous poser un petit peu la même question. D'abord, en quelques mots, présentez-nous votre entreprise et puis après, comment vous vous adaptez à ce contexte qui évolue, qui fluctue.
Donc Vaperail, en quelques mots, effectivement une PME qui existe depuis 40 ans, mais grossièrement je l'ai reprise il y a 10 ans avec de fortes velléités de développement, parce qu'on a triplé le chiffre d'affaires en organique en quelques années. Donc aujourd'hui 18 millions au chiffre d'affaires, une cinquantaine de personnes. Et en fait, pour nous, le développement durable, c'est une formidable opportunité. Si vous voulez, moi, dans ma présentation, ce que j'aime bien, c'est utiliser la métaphore de la Freebox. La Freebox, elle n'est pas arrivée par les gros dinosaures qui étaient déjà présents. Elle est arrivée par un petit acteur qui a développé la technologie. Et pour compléter la métaphore, plus tard, la Livebox, la SFR-Box, elles sont arrivées. Mais ce qui est sûr, c'est que l'impulsion de départ, elle a été donnée par un petit acteur. Et donc moi, j'ai la prétention de vouloir en faire la même chose. C'est ce qu'on a réussi sur un certain nombre de terrains de jeu. Et je considère aujourd'hui que le développement durable, c'est un nouveau terrain de jeu. Il y a 20 ans, le terrain de jeu, c'était le digital. Aujourd'hui, demain, ce sera le durable. Le levier que l'on a aujourd'hui de croissance, il s'appelle l'économie circulaire. Donc on est en train de mettre en place une véritable filière industrielle. Tous les mots ont du sens. Une filière industrielle d'économie circulaire pour l'infrastructure ferroviaire. Donc je ne résiste pas à l'opportunité d'avoir la DGE à la table pour alerter sur une à mon avis, une erreur d'analyse, je me le permets, c'est de dire que le ferroviaire est un moyen de mobilité intrinsèquement durable. Oui, d'accord. Est-ce que pour autant, toutes les fonds doivent passer vers l'automobile qui ne l'est pas encore, ou l'aéro qui ne l'est toujours pas? Non. Parce que, indépendamment du critère mobilité, l'industrie, l'écosystème lui-même doit se transformer, peut se transformer, est en train de se transformer dans un mode durable. Et c'est cela, je crois, en qualité d'industriel, modestement à mon niveau de PME, mais qui pourra être, je le pense, relayé par de plus grands groupes, pour dire nous sommes en train de construire un écosystème largement durable. En quelques lignes, c'est SNCF Réseau confie à la PME Vaperail ses composants de la voie. La PME Vaperail les scanne, les teste et leur attribue des critères de réemploi qui vont être donc qui vont permettre à SNCF Réseau de le remettre sur la voie pour une deuxième vie, pour une extension de durée de vie, la deuxième vie, ligne fine du territoire, urbain. Donc le choix des possibles de notre point de vue est immense et en collaborant avec SNCF Réseau, on doit pouvoir créer cet écosystème qui lui-même sera durable. Donc, point numéro 1 est largement majoritaire, c'est une formidable opportunité. Évidemment, il y a des contraintes de cahier des charges, des contraintes encore de coût de l'énergie en Europe, mais je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Des contraintes, et alors au-delà de votre entreprise, quelles sont les principales faiblesses selon vous à surmonter pour arriver à créer, à lancer cet écosystème que vous appelez de VV? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a la DGE à côté de vous, alors ça tout dépend pas de l'État, mais que peut faire la filière elle-même? Alors, ça tombe bien, effectivement, j'ai deux interlocuteurs clés, j'ai deux critères. Donc à ma gauche, j'ai une contrainte administrative. Et je pense qu'elle est vraiment administrative, c'est pas une volonté, on vient de l'entendre, SNCF Réseau a la volonté de développer le durable. La contrainte administrative, c'est que dans les cahiers de charges aujourd'hui, on impose, entre guillemets, encore des critères du type certificat matière, puisque à l'époque, ça a été pensé comme ça. Et il est clair que quand je viens avec une pièce de réemploi, par définition, je n'ai pas de certificat matière. Donc le bon sens me permet de le comprendre tout de suite. L'administratif ou le juridique, no comment. À gauche, à ma droite, sur la partie DGE, c'est de dire que dans tout ce qu'on fait, j'insiste, on est ici dans une région nord, nous notre ambition c'est de créer une usine en Haute-France. Je pense qu'il y a un point où il a été un peu abordé par Guy Talmondet précédemment, c'est qu'on ne pourra pas lutter si on combat quelqu'un qui produit en aval du gazoduc russe en Chine, d'accord? Donc il est essentiel qu'au niveau des autorités, on trouve les moyens de disposer en Europe d'une énergie compétitive. Je dis pas chère, mais compétitive.
Voilà, en synthèse, les deux obstacles aujourd'hui, les deux contraintes, c'est un, administratif, deux, compétitivité énergétique. Merci. Avant de vous donner la parole, Envoyé, du coup, je vais quand même faire réagir la SNCF sur l'administratif, parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu ces derniers temps, depuis toujours en fait. Et comment vous luttez contre l'administratif, le juridique Oui, tout à fait. Ça handicape les petites entreprises françaises. Je rejoins tout à fait les propos. Effectivement, c'est un de nos enjeux phares dans la politique achat que je mène, c'est de pouvoir vraiment simplifier au maximum tous les processus administratifs pour, comme je le disais, évoluer vers des démarches achats qui se rapprochent de ce qui se fait dans l'industrie et donc être beaucoup plus agile, réactif, en mode collaboratif. Et donc il y a cet enjeu de simplifier l'administratif, mais on y travaille. C'est quoi votre objectif? Alors, ça vous intéresse? Ce qu'il faut aussi prendre en compte, c'est qu'on a, alors il y a il y a aussi le chapeau qui est le code de la commande publique. Donc tout ne dépend pas que de SNCF. Donc il y a aussi ce travail à faire, notamment avec l'ensemble de l'État, je dirais. Mais voilà, on y travaille. Je pense qu'on avance. Et ce qui est aussi important, c'est que, comme je disais, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté sur la collaboration en amont, l'ouverture auprès des PME et cette collaboration, parce que quand vous avez cette collaboration en amont, eh bien vous trouvez des moyens de faire sauter, de contourner, de trouver des solutions par rapport à l'administratif. Ne pas se cacher de l'administratif, on a beaucoup de choses à faire, tout en ayant l'administratif qui nous permet de, malgré tout, d'ouvrir les portes aux PME et je rejoins totalement la RSE, c'est vraiment une opportunité aussi pour les PME de pouvoir continuer à se développer. Et j'ai entendu aussi plusieurs fois, peut-être pas forcément là tout de suite, mais manque de visibilité. Ouais, je vais peut-être pas donner la parole mais vous pouvez répondre aussi, bien sûr, ou Michel Marsen, comme vous voulez. Manque de visibilité parfois pour les PME, c'est-à-dire des contrats, justement peut-être pas, des appels d'offres qui sont pas sur suffisamment long terme pour avoir de la visibilité sur le long terme. Est-ce que vous avez des objectifs là-dessus aussi? Oui, alors c'est une vraie difficulté et effectivement pour beaucoup de PME, elles peuvent avoir un petit peu le sentiment que finalement on donne parfois plus de visibilité sur des grands groupes que sur des PME. Et ce qu'il faut voir, c'est que quelque part on n'achète pas non plus tout à fait la même chose. Et quand on achète à des grands groupes, en fait, on achète, je dirais, des pièces qui sont beaucoup plus constituées, sur lesquelles nous-mêmes, nous avons une visibilité qui est beaucoup plus grande, lorsqu'on achète sur, je dirais, certaines petites pièces à des PME. Donc, ça résulte parfois directement de cela. Ensuite, on cherche à s'organiser, et enfin, j'en ai un petit peu évoqué, et effectivement, pour partager un maximum. Et on a fait pendant cette période Covid, on va essayer de reconduire de façon plus large probablement, avec une visibilité plus grande sur environ 12 mois. Il y a quelque chose qui va probablement nous aider, c'est qu'on a actuellement des grands programmes de rénovation de rames qui vont nous permettre d'avoir au moins sur ces grands programmes une visibilité un petit peu plus stable sur les prochaines années. Donc ça, effectivement, on va le faire dans l'intérêt collectif. C'est-à-dire que nous, il nous faut des pièces pour les PME, c'est super important. Ben voilà, ça on va réussir à le faire. On aura toujours les aléas quelque part de la production au quotidien. Je voudrais là vraiment dire merci à tous nos fournisseurs qui nous aident parce que au-delà, parfois, souvent, on demande des pièces en délancement. C'est-à-dire que le domaine nominal d'approvisionnement est ce qu'il est, et on leur dit, s'il vous plaît, fournissez-nous plus vite, parce que sinon on est en besoin de pénurie. Et on a un taux qui est pas négligeable, hein, on est 15-20%, parfois plus, de demandes de dévancement, parce que voilà, notre visibilité elle est faite comme ça aujourd'hui, et beaucoup d'entreprises nous suivent là-dedans, et nous aident. Voilà, je voulais vraiment les remercier, et c'est une difficulté pour nous dont on souffre énormément aussi. Très bien. Laurent Bouillet, alors
vous aussi, vous avez un petit peu une double casquette dans le sens où vous êtes à la fois un fournisseur et vous êtes aussi un donneur d'ordre. Ma première question, c'est un petit peu quel regard vous portez sur la filière aujourd'hui, de ces deux côtés de la vision que vous avez sur la filière. Alors là, un certain nombre de choses. D'abord, pour la présence des Brunet, rappeler que la filière française en particulier s'inscrit durablement contre le réchauffement climatique et que c'est un combat qu'on mène déjà depuis longtemps et que notre ambition de décarboner, en fait, elle est déjà depuis un moment. Notre ambition, en réalité, c'est d'accélérer la décarbonation des transports, comme ça a été dit par mon voisin, en réalité, il y a aussi une transformation au sein de l'industrie ferroviaire. Il faut pas que ces investissements aillent que pour les autres secteurs industriels, en considérant que le ferroviaire est déjà vertueux et qu'il n'y a que quelques trains diesel à traiter et que le problème est clos. C'est une erreur stratégique, voire une faute politique. Ouais. Une fois qu'on a dit ça, nous, en tant qu'industriels, qu'est-ce qu'on doit faire? D'abord, notre rôle premier, pour les membres de la FIF et tous les industriels du ferroviaire, c'est d'aider nos clients directs. Alors SNCF Réseau qui est là aujourd'hui, SNCF Voyageurs, chacun dans son métier respectif, de les aider à atteindre leur propre objectif de décarbonation. Ça, c'est vraiment essentiel parce que c'est par notre prestation, notre fourniture qu'on les aidera à atteindre leurs propres objectifs. En injectant plus de compétitivité et plus d'innovation dans nos solutions. Et ce que j'ai aimé dans cette notion de partenariat ou de collaboration que vous avez souligné, c'est qu'effectivement, ça ne peut pas se faire seul. Nous, on ne peut pas le faire sans vous, vous ne pouvez pas le faire sans nous. On parlera du socle de la RSE qui est nécessaire, notamment sur le fait que vous, en tout cas SNCF, pour ces deux composantes, mais aussi les autres clients français, la Société du Grand Paris, la RATP, les autres grands donneurs d'ordre français, intègrent de plus en plus d'abord les enjeux et des critères de RSE. Donc ça, c'est une bonne chose dans les appels d'offres, mais attention, la loi climat, c'est pour 2026. Donc le fait que certains de nos clients intègrent ces critères-là, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut les coordonner, ces critères. Il faut qu'il y ait un genre d'harmonisation, un genre de socle commun dans lequel, à la fois, sur les appels d'offres que nous allons recevoir, on puisse retrouver des critères cohérents, consistants, voire équivalents, de manière à ce qu'on développe des solutions qui puissent répondre à l'ensemble des problématiques. Et ne pas se retrouver, c'est un risque, donc on anticipe, parce qu'on est une filière préactive, à travailler en amont de manière à ce que ces critères puissent être discutés en collaboration avec les grands donneurs d'ordre, pour être harmonisés, intégrés dans le cahier des charges. Un travail collaboratif pour essayer de nous permettre de travailler avec la supply chain et l'ensemble des industriels, fournisseurs et même plus petits fournisseurs, pour avoir le temps de se transformer, le temps d'investir, de mettre des choses en œuvre, pour pouvoir après répondre à ces critères, et que ces critères, d'ici 2026, puissent faire l'objet d'une vraie note technique, pas simplement d'une appréciation en disant c'est bien, c'est mieux, c'est moins bien, mais que ça soit vraiment un critère de validation, de points donnés dans les appels d'offres. Ça, c'est le premier point. Mais il y a déjà des critères de RSE. Il y a des clauses d'insertion. Nous, on en a à travers des contrats pour la SGP. Il y a des clauses pour le PME. Il y a des clauses relatives à la diminution de l'empreinte carbone. Ça existait déjà. Ou bien des demandes de certification plus globale relatives à la démarche RSE. Et puis nous, dans le contrat de filière qui a été signé il y a quelque temps, on a déjà non seulement des enjeux sur la décarbonation, mais on a aussi d'autres enjeux qui sont extrêmement importants en cas de RSE, notamment des incitations fortes sur la parité, sur la diversité, notamment pour l'accès à la gente féminine, à tous les métiers techniques de la filière. On a un gros souci d'attractivité de la filière. On en parle depuis 2 jours ici aussi faire, mais nous on en parle depuis bien longtemps, à la fois avec les grands donneurs d'ordre et avec le ministère. La filière du ferroviaire au sens large du terme a besoin de recruter massivement pour soutenir les programmes et peut-être les 100 milliards d'investissements qui vont arriver. Et donc on a un travail très important à faire sur la sensibilisation des jeunes, sur le travail vis-à-vis au niveau des écoles pour recruter et attirer les jeunes dans cette filière. Et ça, c'est valable pour les exploitants, les mainteneurs, les industriels, les fournisseurs, l'ensemble de l'écosystème. Alors nous, en tant que Siemens, humblement, on y contribue aussi déjà, on y travaille. D'abord, on a un travail très important qu'on fait vis-à-vis des fournisseurs. Vous n'avez pas encore parlé, mais je sais que la question va venir, sur les conséquences de la crise, le Covid, l'inflation, tout ça. Alors nous, déjà, on parle d'un constat, c'est qu'on privilégie les fournisseurs français. Donc on a déjà 85% de fournisseurs français
dans les réponses que l'on fait sur les produits qu'on développe, que ce soit pour les matériels roulants, Duval, ou que ce soit nos automatismes. On a le droit de privilégier les Français. On a le droit de privilégier les entreprises françaises dans un appel d'offres. C'est toute la différence, parce que vous m'avez posé la question en introduction en tant que fournisseur et en tant que prescripteur, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, nous, en tant que fournisseur, mes amis à gauche de la SNCF n'ont pas le droit de privilégier, en tout cas dans le cas des marchés européens, les règles sont très établies. Nous, en tant que je dirais, donneur d'ordre aussi pour notre propre supply chain, nous, on peut très bien mettre des critères dans lesquels nous, alors évidemment, il y a des critères aussi économiques, mais dans la mesure du possible, on essaye de privilégier, notamment en conséquence de la crise, les fournisseurs de proximité, ceux qui peuvent avoir une réactivité plus proche vis-à-vis de nous par rapport à des problématiques d'approvisionnement long délai, tous les délais qui ont été rallongés, notamment par les composants qui viennent d'Asie ou de Chine, on ne peut pas les nommer. Et puis c'est aussi une volonté réelle de RSE, de responsabilité d'entreprise, d'essayer de développer l'écosystème national dans un cercle vertueux et de privilégier des investissements et des collaborations avec des fournisseurs qui sont sur le territoire national. C'est aussi notre rôle au sein de la FIF, au sein de différents groupements, de développer notre savoir-faire français. Et puis, donc à travers la pêche pour des appels d'offres, on met ça en œuvre. Donc en ce moment, on a différents contrats. On a la ligne 15, 16, 17 pour la Société du Grand Paris au niveau des automatismes, mais aussi la ligne 4, la 14 pour la RATP, Nexteo pour la SNCF, etc., etc. On travaille aussi de manière extrêmement forte et accélérée sur, toujours dans le cadre de la RSE, sur l'attractivité de la filière, sur la promotion des femmes dans des tests d'encadrement et dans les filières techniques. Donc on est à 28%. On espère arriver à 30% de femmes dans l'entreprise à la fin de cette année. Et moi, à titre personnel, je vise d'arriver à une vraie parité au moins au niveau de toutes les équipes managériales dans les 2 ans qui viennent. Là aussi, ce sont des choix d'entreprise. Alors, on ne peut pas discriminer les gens en embauche, mais on peut développer des politiques, s'assurer qu'on a des candidats à l'embauche de manière à avoir cette capacité après, lorsqu'on doit faire des choix. Mais c'est une politique volontariste. Ça ne se fait pas en soufflant dessus. Il faut s'en occuper tous les jours. Donc c'est un vrai sujet et un vrai choix d'entreprise. Et puis plus globalement, on a évoqué le fournisseur et le fournisseur français que nous sommes privilégiés, mais on intègre nous-mêmes dans nos cahiers des charges par la direction des achats des critères auprès de nos fournisseurs, des critères de RSE. On a l'ambition, nous, d'être en neutralité carbone totale à l'horizon 2030, c'est demain. Alors c'est extrêmement important parce que quand on parle de neutralité carbone, c'est pas simplement le produit que nous fabriquons. C'est comment on les produit, avec qui on les produit, où est-ce qu'on les produit. C'est-à-dire, c'est un travail sur notre empreinte industrielle, à nous. Est-ce qu'elle est vertueuse? Est-ce qu'on est dans des bâtiments verts, éco-friendly? Comment on voit notre chaîne de production? C'est tout le travail auprès des fournisseurs eux-mêmes. Est-ce qu'on peut s'affranchir d'avoir tous les frais liés à la logistique parce que les matériaux ou les composants viennent d'Asie du Sud-Est? Oui, on sait très bien qu'il y a une empreinte carbone qui est liée à ça, etc. Et donc tout ça fait partie d'un ensemble qu'on essaye de s'approprier. C'est des objectifs extrêmement ambitieux. Vis-à-vis de nos fournisseurs, on souhaite que les fournisseurs qui seront au panel de Siemens à l'horizon de 2050 seront tous en neutralité carbone aussi. On se donne un peu plus de délai. Alors c'est pas tellement vis-à-vis des grands fournisseurs, mais c'est plutôt par rapport aux plus petits fournisseurs, parce qu'ils ont besoin d'un accompagnement. Ils ont besoin d'investissement, ils ont besoin, il y a différentes initiatives, on a parlé de cœur, il y a tout ça de mécanismes qu'on peut mettre en place pour les aider, mais ça fait vraiment partie d'une politique globale, industrielle, long terme. Et s'il peut y avoir une trésorerie mise en place pour aider le PME justement, vous dites qu'ils ont besoin d'investissement, mais ils ont besoin d'argent aussi pour investir et le faire. Oui, bien sûr. Alors après, il y a des mécanismes. On peut s'appuyer sur la BPI, on peut trouver des solutions même bilatérales lors de relations privilégiées qu'on peut avoir dans le cadre des contrats cadres avec certains fournisseurs pour décider d'un accompagnement, pas parce qu'ils sont en difficulté, mais au contraire dans le cadre d'un partenariat à long terme. Nous, on a des partenaires fournisseurs stratégiques sur notamment des cartes électroniques et des composants électroniques qui sont le cœur de nos automatismes, qui ont présenté une grande fragilité par la crise sanitaire et la difficulté d'avoir ces composants qui étaient complètement cannibalisés par l'industrie automobile et aéronautique. Et donc, ça nous a fait fortement réfléchir sur justement quel est le panel de fournisseurs qu'on veut pour demain, être moins dépendant justement de fournisseurs qui sont dans des pays où on maîtrise moins,
tout ça étant dans le même cercle vertueux, et peut-être du coup de les accompagner à avoir des approches communes de développement de produits, c'est-à-dire une stratégie de produits commune qui peut-être passe par des accompagnements financiers communs, c'est-à-dire d'avoir une réflexion stratégique dans la durée, dans le cadre de ces politiques, alors qui n'est pas que RSE, mais aussi dans notre intérêt d'avoir des produits compétitifs demain, mais aussi avec une neutralité carbone. Voilà, tout ça peut se traduire dans nos solutions d'automatisme, notamment. Donc ça, après, c'est l'aspect des produits, c'est-à-dire que ce que l'on veut faire de manière vertueuse pour l'industrie, pour la neutralité carbone, c'est à travers la performance de nos produits, que ce soit, alors en France on n'en a pas, mais c'est le travail qu'on fait sur les trains d'hydrogène, sur les trains à batterie, les automatismes pour le grand client en Île-de-France, qui sont quand même moins énergivores et qui permettent, je dirais, de mieux maîtriser l'énergie électrique qu'on utilise. Donc il y a tout un travail autour de ça qu'on doit continuer et accentuer pour être vertueux globalement à travers les solutions qu'on est amené à développer. Je crois que les automatismes que l'on fait ou les trains automatiques, les métros automatiques en sont même une bonne chose. Mais demain, il va y avoir d'autres appels d'offres qui viendront, je l'espère. En tout cas, je regarde avec insistance Michel Marson. Un jour viendra d'autres appels d'offres patrimoniaux viendront en France. Ce qu'il faut, c'est que cette industrie ferroviaire, la FIF en particulier à travers ses industriels, et l'ensemble des partenaires fournisseurs, soient en capacité d'apporter des solutions novatrices pour que les trains neufs qu'on livrera soient conçus avec déjà un niveau très important de matériaux recyclés. Il faut dire qu'on n'est plus dans ce qu'on se faisait que le has-been il y a 10 ans, où on disait les trains, lorsqu'ils sortent de leurs 40 ans, ils doivent être recyclables à 95%. Ça, c'est déjà acquis depuis 20 ans, c'est pas le bonheur. Le débat, c'est comment on fait dans 5 ans, 10 ans, on va dire 10 ans, pour que nos trains neufs soient déjà issus de 95% de l'industrie du recyclé, sur les métaux, sur le plastique, sur les fibres, on voit à travers le tissu, les sièges, comme c'est déjà le cas dans l'automobile. On a une accélération, un potentiel de recherche, d'innovation, de compétitivité, de créer des filières additionnelles qui est extrêmement porteur. Alors, c'est pas que le cas de la RSE ou la neutralité carbone, mais qui est quand même un cercle vertueux de la gestion de nos ressources, finalement, par rapport au bien collectif que le transport public et la mobilité. Merci. Je vais en régler. Je vous redonnerai la parole. Alors, Michael Bazin, beaucoup ce soir. Moi, je n'ai pas voulu la parole tout de suite. Je vais encore faire un tout petit tour de table pour que vous entendiez bien tout ce que souhaite la filière et les travails qui sont menés actuellement. Je vous donnerai la parole tout de suite après. Mais en tout cas, beaucoup de nos invités se sont réjouis d'être présents aujourd'hui. Donc voilà, vous allez avoir la parole très vite. Mais avant, j'aimerais me retourner vers Guy Talbourdet. Parce que vous m'avez presque ôté la question de la bouche, Laurent Bouillet, sur la RSE, que fait la filière, vous en êtes où? Est-ce que vous travaillez sur la question et vos objectifs? Je crois d'abord qu'en écoutant mes deux collègues administrateurs, vous voyez que les industriels sont très actifs. Et le président Jean-Pierre Faradu de la SNCF, le président de Winègre et la FIF ont lancé des groupes de travail sur ces sujets. Il y avait un premier groupe qui était décarbonation, donc très explicite dans son objectif et donc avec l'objectif de montrer que tout ce qui est fait et tout ce qui a du sens, tel que le décrit Laurent Bouillet, c'est-à-dire que, y compris les PME, en reconcevant, en ayant cet éco-design, revoir la conception des produits, retravailler sur les matériaux, sont amenés à pouvoir également atteindre les objectifs économiques. Ce n'est pas que de l'investissement, ce n'est pas du coût en plus, c'est d'abord une logique d'ensemble. Donc, premier groupe de travail sur la décarbonation. Et le deuxième groupe, et je vais en parler parce que là, pour le coup, je suis dans ce groupe avec Michael Lemarchand côté SNCF, Michael Lemarchand étant le directeur du développement durable de la SNCF. On voit très clairement que cette mobilité durable que l'on souhaite, qui est vraiment prise avec les utilisateurs finaux, c'est-à-dire les gens qui n'est pas, la SNCF Voyageurs opère des trains dans des régions, les régions sont les mandants de la SNCF. On se retrouve avec cette volonté de pouvoir dire en quoi toute cette filière développe une gouvernance, développe des pratiques sociales qui sont pleinement durables. Et Laurent a pu s'exprimer sur des éléments de diversité. Moi, je pense qu'il y a énormément à faire sur l'implantation locale. Et donc, puisque vous me proposez de passer un message
à Michael Bazin. Moi, je pense qu'on est au-delà de la Startup Nation. Si on n'a pas l'amont de l'industrie, parce que la digitalisation, c'est entendu, on l'a dit, et on travaille beaucoup sur la digitalisation, et c'est un facteur de développement durable. Très clairement, si vous envoyez moins de monde à faire de la maintenance, si vous produisez plus longtemps, vous faites du développement durable. Mais concrètement, si les industriels n'ont pas un amont industriel fort, des mines, des matériaux, il y a évidemment tout le recyclage qui nous permet d'être les mines de l'Europe de l'Ouest. On travaille sur ces métiers de base qui sont, et encore une fois, je parle pour une entreprise, des forges, des fonderies. Regardez la filière automobile, vous n'avez plus de forge, vous n'avez plus de fonderie, vous n'avez plus d'industrie automobile, et vous voyez le rang de l'industrie automobile en France aujourd'hui. C'est ce qui peut très bien arriver à notre filière ferroviaire. Et je pense que là aussi, un sursaut va être nécessaire, parce que sinon, on va avoir quelques grands acteurs, mais qui opéreront hors de France. Et on sait bien que si vous commencez à opérer hors de France, vous transférez les centres de décision hors de France, et vous vous retrouvez ensuite avec pas du tout de filière. Et voilà, moi, ce que, d'un point de vue du RSE, et en reprenant ma casquette FIF, il y a vraiment la conviction que cet ancrage territorial, qui doit donner des critères explicites, mesurables, pas seulement des intentions, on peut très bien le mettre en avant. Et en travaillant dans le cadre de ce groupe de travail, évidemment, il y a d'autres acteurs avec qui la FIF travaille, on les a cités, RATP, Société du Grand Paris, les régions, mais dans ce cas de groupe de travail avec la SNCF, on doit vraiment pouvoir arriver à avoir des critères mesurables, applicables à toutes les tailles d'entreprise et qui nous permettraient d'avoir un référentiel commun. Parce que si on ne nous propose pas ce référentiel, c'est l'Europe qui nous l'imposera. Est-ce que toutes les entreprises, les gros donneurs d'ordre sont d'accord sur... en fait, si je comprends bien, c'est un label français quelque part que vous cherchez à mettre en place. Oui, absolument. Moi, j'ai confiance. En tout cas... La SNCF est d'accord sur ce thème, oui. On travaille... je ne vais pas parler pour la SNCF, mais moi, je fais partie d'un groupe de travail où Jean-Pierre Farandou et Louis Nègre étaient côte à côte et ils nous ont donné cette mission de travailler pour l'ensemble de la filière à des recommandations qui sont non seulement de décarbonation, mais de développement durable, RSE, donc social et gouvernance. Eh ben, je rejoins tout à fait M. Talbot. Ce qui est important, effectivement, de bien avoir en tête quand on parle de filière industrielle, c'est que par rapport aux enjeux d'être à neutralité carbone, ça voudra dire être à neutralité carbone sur le scope 3, et donc ça veut dire toute la filière amont. Et si demain il faut passer à neutralité carbone sur la scope 3, et comme le disait M. Talbourdet, on n'a plus de fonderie, on n'a plus toutes les premières étapes de fabrication, on sera vraiment en difficulté. Donc effectivement, je pense que c'est vraiment... il y a eu des erreurs sur la filière industrielle, désolé, on va dire, en France. C'est important qu'avec ce développement de la filière ferroviaire, on essaye de vraiment apprendre des erreurs du passé et vraiment renforcer cette filière industrielle. Merci, parce que en effet, je voulais vraiment insister là-dessus. La neutralité carbone, de quoi parle-t-on? Si on est au scope 1 et 2, pardon d'être précis et un peu jargonnant, mais si on est seulement sur l'énergie utilisée dans le process, en plus on a, parce que le monde financier nous envahit, des possibilités de compensation, on n'est pas en train de travailler sur le fond. Le fond, c'est, et je parle de mon groupe Tendrol et Frocheur, 90%, puisqu'on le publie chaque année, 90% de notre empreinte carbone est du scope 3. Tout à fait. Donc il faut parler du scope 3. Et quand vous achetez de l'acier, quand vous achetez de l'aluminium, nous on n'en produit pas, mais vous achetez de l'énergie. Et donc comment parler vraiment des sujets? Là, de nouveau pour Michael Bazin, on a peut-être dit enfin M. Bazin, mais vraiment comment affronter ces sujets et discuter vraiment du fond. Parce que parler de scope 1 et 2, de notre point de vue, c'est vraiment insuffisant. Et pour compléter par rapport à ça, c'est pour ça que quand on parle de RSE, quand on parle d'objectifs neutralité carbone, c'est absolument pas négatif pour la filière industrielle française, bien au contraire. Ça veut dire renforcer la filière industrielle française si on veut être sur une neutralité carbone sur le scope 3. Ça veut dire toute la filière doit être locale. Il me semble que vous vouliez réagir tout à l'heure, Stéphane Brunet.
Oui, moi je voudrais réagir au sens où faire deux constats en qualité de PME, si vous voulez. En qualité de PME, si j'essaie d'aller au hasard à l'international aux États-Unis, d'accord, j'ai pas le bon passeport. Et les PME locales, elles, sont protégées. Et point numéro 1, d'accord. Quand je vais à l'extérieur, c'est protégé. Et quand ils viennent en France, c'est open bar. Point numéro 1. Point numéro 2, je l'ai dit tout à l'heure, si vous voulez, le développement durable, l'économie circulaire, c'est un sujet de transformation complète. D'accord? En face de ça, de ces deux points, donc à la décharge de SNCF, l'outil dont il dispose, c'est l'appel d'offres public administratif français. Dit comme ça, je crois que c'est un peu à base, d'accord? Il n'est pas adapté aux enjeux. Il n'est pas adapté parce qu'il ne protège pas les PME, et il n'est pas adapté parce que c'est pas un outil de transformation. Alors, en disant ça, le changer, je sais qu'on s'attache à une espèce de cathédrale, mais par contre, il faut faire vite. Il faut faire vite, et je suis convaincu que l'outil en l'état ne peut pas rester en l'état, n'est pas adapté aux enjeux qui sont les nôtres avec ces deux constats et cette nécessité de rapidité d'exécution. Donc c'était par rapport à ce point-là que je voulais réagir. Très bien, merci Michael Bazin. À vous la parole. Vous avez été beaucoup interpellé. Il y a beaucoup de questions. Comment vous réagissez à ce que vous avez entendu et que peut faire l'État? Et que fait déjà l'État? Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à toutes et à tous. C'est très riche. Voilà, comme table ronde, on a entendu énormément de choses. Peut-être déjà pour répondre sur l'accompagnement de l'État durant la crise, on a entendu des éléments là-dessus. Juste pour rappeler que le soutien dans France Relance, c'est 35 milliards donnés à l'industrie en un an et demi. Et quand on compare la performance française par rapport à ce qui se passe ailleurs en Europe, c'est quand même assez impressionnant et on peut collectivement s'en réjouir. Je voyais hier une table ronde sur le PNRR italien qui commence à peine à se lancer. Au niveau espagnol, c'est à peu près la même chose. En France, on a réussi à soutenir rapidement durant la crise les entreprises pour les maintenir à flot. Et si on se retrouve aujourd'hui avec un écosystème qui est prêt à repartir, c'est aussi grâce à ça. C'est le premier point. Ensuite, le second point, c'est on est entré dans une nouvelle phase du soutien à l'innovation avec des conquêtes de marché à l'international. J'entendais des ETI dynamiques, je m'en félicite. En France, on s'est doté d'un outil, c'est France 2030. On a annoncé les principaux éléments qui seront présentés dans le Corifère et j'entendais des plaintes comme quoi le secteur aéronautique ou le secteur automobile serait mieux traité que le plan ferroviaire. Aujourd'hui, j'ai envie de dire, ma réponse est beaucoup plus simple que l'année dernière, parce que l'année dernière, effectivement, on aurait pu entendre ces critiques. Aujourd'hui, on a lancé le Corifère, on a un plan d'action pour l'innovation de la filière, et par ailleurs, il y a un engagement massif de l'État, que ce soit dans la planification écologique ou dans la relance du ferroviaire en tant que tel au niveau français. Il y a ce plan de 100 milliards, je l'apprends à personne, il y a ce plan également sur les RER urbains. Donc c'est, j'ai envie de dire, une approche globale sur tous ces aspects-là qui est déployée en France. Et ça, c'est complété par un besoin de politique industrielle, et le ministre l'a rappelé hier en ouverture de la réunion du comité stratégique de filière, et je suis ravi que le président Louis soit là, c'est qu'il faut rassembler cette force collective qui s'est manifestée ici pour construire un nouveau contrat de filière, bâtir sur cette nouvelle dynamique de filière. Et je pense que collectivement, on peut se fixer l'objectif d'aboutir d'ici septembre sur les principaux enjeux qui ont été abordés ici. Alors, je vais essayer de répondre ensuite aux questions qui ont été posées, mais peut-être parmi les grands enjeux qu'on peut citer, il y a évidemment les relations intrafilières. Et je pense que quand on parle d'essor de PME, ETI, le besoin de croissance à l'export, c'est vraiment quelque chose auquel on doit répondre ensemble. Il y a CARE qui a été mis en place. CARE doit monter en puissance, mais pas que. Il y a également des questions sur la prise en compte de l'inflation. Pardon de révéler des choses, mais j'entendais des sourires poindre. Enfin, je voyais des sourires poindre quand la SNCF a pris la parole sur les difficultés de prise en compte de l'inflation. C'est ce genre d'enjeu qu'on doit collectivement relever, et donc sans mettre tout le monde autour de la table, on n'y arrivera pas, et c'est tout l'objet du comité stratégique de filière. Alors, ensuite, il y a la question de l'accompagnement à l'export. Les dynamiques de marché aujourd'hui sont beaucoup plus favorables à l'export, même s'il y a un plan de relance en France et plus largement en Europe. Il faut que collectivement, on puisse au-delà de nos fers de lance, nos grands donneurs d'ordre qui ont des conquêtes de marché assez impressionnantes sur les marchés export, on puisse emmener toute une filière française. Et quand j'entendais des PME témoigner de leur velléité de le faire, mais franchement, allons-y, quoi. Construisons une équipe de France de la filière ferroviaire pour pouvoir conquérir
ces marchés export. Et ensuite, il y a toutes les questions de compétences dont vous avez très bien parlé. Comment fait-on pour que la filière soit plus paritaire? Comment fait-on pour attirer de nouveaux talents, pour attirer de nouveaux ingénieurs? J'entendais des besoins qui sont quasiment de quintupler les ressources en ingénieurs de recrutement sortis d'école d'ici les prochaines années. Il faut que collectivement on puisse déterminer un plan d'action. Il y a déjà beaucoup de choses qui a été faites à travers. Alors il y a le Ferrocampus, il y a également l'EDEC qui est en cours. Mais voilà, il faut prolonger ces actions et accélérer. Et ensuite sur les enjeux de RSE, ça a été beaucoup discuté ici. Et on se posait la question de comment conserver un amont industriel en France. Je pense que justement la RSE c'est le facteur différenciant. Si dans les marchés publics des segments aval, on arrive à intégrer une politique RSE suffisamment ambitieuse qui justifie la production d'acier, d'aluminium en Europe bénéficiant d'une électricité bas carbone, à ce moment-là on aura gagné. Bien sûr il faut rendre ces clauses favorables pour les PME, mais quand j'entends un travail collectif sur ces clauses RSE, je me dis qu'on a quand même pris la bonne voie pour y répondre, et c'est tout l'objet du contrat de filière, de réaffirmer ces arguments. Ensuite, tout ne peut pas être mis sur le dos du code des marchés publics. La directive date certes de 2014, mais les choses ont beaucoup évolué. Il y a eu des guides d'achat pour les acheteurs publics. Et il faut que les adjudicateurs puissent s'en saisir. Alors j'entends toutes les dynamiques engendrées par la SNCF. Il n'y a pas que la SNCF, c'est très bien ce qu'elle veut faire. Il faut que collectivement les adjudicateurs puissent justifier une politique RSE beaucoup plus aboutie, qui tienne compte de ces critères, qui tienne compte de l'analyse cycle de vie. Et je pense que pour pousser cette analyse cycle de vie et pour pousser la validité de ces critères RSE, il faut également s'engager pleinement dans la transition numérique. Dans le comité stratégique de filière, on a poussé des actions sur la traçabilité de la filière, la traçabilité des pièces, la mise en commun de données qui peuvent servir à poursuivre cette politique RSE. Bref, vous l'aurez compris, c'est tout un cadre holistique qu'on doit déployer. C'est une ambition renouvelée qu'on doit déployer dans le comité stratégique de filière. Je n'aurais pas répondu à tout, j'en suis bien conscient, mais j'espère qu'on pourra répondre à tout dans les prochains mois. Une petite précision, enfin plusieurs, parce que quand même, ça reste quand même assez général et pas très concret. Est-ce que par exemple la préférence France, est-ce que vous travaillez sur ce sujet? Stéphane Brunet a parlé de ce qui se passe aux États-Unis. Est-ce qu'on peut envisager des mesures un peu protectionnistes peut-être? Est-ce que c'est un sujet pour vous? Alors déjà, il faut bien avoir conscience de l'intérêt du marché unique européen quand même. Bon, alors européen, préférence européenne. Déjà parlons du marché unique européen. Enfin, je veux dire, si on a des grands donneurs d'ordre qui sont dynamiques dans cette salle, c'est aussi parce qu'ils ont pu bénéficier de marchés dans d'autres pays européens. Parce que la concurrence internationale, bien entendu, il y a des clauses. Bien entendu, il y a des clauses protectionnistes contre lesquelles on doit combattre. Maintenant, est-ce que c'est la France qui doit entamer ce combat seule au niveau national et en assumer les conséquences d'un point de vue rétorsion commerciale, ou est-ce que le combat doit être mené au niveau européen? Le gouvernement a choisi de mener ce combat au niveau européen. Sous la présidence française, vous avez eu un certain nombre de textes, la présidence française de l'Union, et on a eu l'occasion d'en parler hier dans la table ronde, il y a un certain nombre de textes sur les subventions étrangères, sur la réciprocité dans les marchés publics qui ont été adoptés. Bien sûr, il importe à nous ensuite de les mettre en œuvre, d'aller chercher de la réciprocité dans les clauses des marchés publics américains. Évidemment, c'est un combat au long cours. Évidemment, les problèmes OMC ne vont pas se résoudre du jour au lendemain. Mais en attendant, il faut qu'on compose avec ce statu quo et qu'on continue à poursuivre, comme j'ai dit, en dynamisant cette équipe de France à l'export. Dites à Belden, vous souhaitez réagir? Oui, au sens où le carbone permet de mettre en évidence des disruptions de concurrence très très claires. Stéphane Brunet l'a cité, vous avez le gazoduc russe qui arrive à Tianjin. Il arrive à Tianjin à un coût du gaz qui est encore moins cher que le gaz que l'on achetait avant la guerre en Ukraine. Si on ne met pas aux frontières un crédit carbone, si on veut utiliser cette solution qui est discutée au niveau de l'Union européenne, et en le faisant rapidement, nos industries seront mortes. Parce que moi, je me retrouve à présenter à mes clients des produits où à un moment donné, on dit mais comment vous faites, puisqu'on parlait de tasser les hausses de prix. Et je remercie en effet SNCF qui a accepté, après de nombreuses explications avec du temps, mais qui a accepté et qui nous a permis de passer la crise. Donc merci pour ça. Mais on se retrouve avec des différences du coût d'acier, des différences du coût d'aluminium qui sont des ordres de valeur. Et quand nous n'aurons plus d'acierie
quand nous n'avons plus de forge, quand nous n'avons plus de fonderie, qu'elle soit acier ou aluminium, ça sera trop tard. Les industries, enfin, même si on parle beaucoup de réindustrialisation, regardez ce qui s'est passé dans l'automobile, les industries ne reviennent pas. Et donc, dans ce cadre, ma question, c'est quand est-ce que l'Union européenne et à quelle vitesse elle va traiter du sujet? Parce que, évidemment, on est tous d'accord pour le faire au niveau de l'Union européenne, mais si c'est pour nous expliquer que ça va prendre 20 ans, sincèrement, nous, avec les prix de l'acier, ce que j'exportais, puisque, encore une fois, on est à 7% de notre chiffre d'affaires en France, mais 20% de nos effectifs sont français. Donc, on crée de l'emploi en France et on l'exporte. Je ne l'exporte plus aujourd'hui, ni au Japon, ni en Inde, parce que je n'ai pas le choix. Il faut que je place ces produits en Asie, parce que mes clients ne sont pas des clients français ou européens, ils n'ont pas accepté les hausses de prix, parce qu'en France, le gaz était passé de 20 euros ou l'électricité de 45 euros au mégawatt à ce qu'elle a eu au quatrième trimestre des 300, des 350 euros. C'est aussi simple que ça. Non mais je pense là-dessus, enfin je peux répondre assez facilement parce que le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières, il a été adopté en décembre dernier. Donc il va rentrer en vigueur. Après que ça répond pas immédiatement à votre sujet. Oui, quand et à quel coût, enfin, c'est aussi simple que ça en même temps. Parce que nous, on est des industriels, c'est simple, hein, on prend des décisions et puis on essaye de préserver nos usines parce qu'on sait bien que si je commence à enlever des tranches d'usines à Douai, à Rennes, pour citer nos usines de la région, il y a un moment, je passe sous mon seuil de poids mort, je perds ma taille critique et alors l'usine est à risque. Non mais j'entends bien. Alors ne faites pas ça à Douai parce que j'ai un attachement sentimental à cette ville. Mais très honnêtement, ce mécanisme d'ajustement carbone, la France le porte depuis 2008. Grâce à la présidence française, on a pu réussir à aboutir à un accord entre États membres. Ensuite, on a obtenu un accord avec le Parlement européen. Donc, bien entendu, ça va jamais assez vite. C'est clair. Et on est parfaitement d'accord pour travailler là-dessus. Mais il y a quand même énormément de choses qui ont été faites. Considérons le changement de paradigme qui s'est produit depuis 2017 et grosso modo l'élection de Trump et le Brexit. Vous avez une Europe qui s'est profondément transformée. Alors, ce sera jamais suffisant, mais capitalisons déjà sur tout ce qui a été acquis. Stéphane Brunet. Oui, parce que le changement de paradigme, si vous voulez, il s'est appliqué pas en 2008, pas en 2017. En 2019, avant le Covid, un conteneur qui venait de Chine, c'était 3 000 euros. Et là, il y avait des flux massifs de Chine vers l'Europe. Un navire qui se met en travers dans le canal de Suez, toute l'histoire qu'on a connue, le conteneur il était à 10 000 euros. Le capitalisme a cette vertu, c'est que c'est un grand régulateur. Ça s'est vite calmé. Le scandale d'aujourd'hui, c'est qu'il est revenu à 3 000 euros. Guess what? À 3 000 euros, ça revient. Donc si le coût physique est bien 3 000 euros, mettons la taxe carbone dessus, ça fait 10 000, et la même cause produira les mêmes effets. Merci. Je vais vous proposer la parole. Est-ce que quelqu'un souhaite poser une question dans la salle? C'est le même nom, donc je vais reposer 2-3 questions et puis je vous reproposerai la parole si vous voulez. J'aimerais demander à Antoinette Cousin, puisque vous avez la représentante de la DGE, vous en tant que PME, est-ce qu'il y a une action prioritaire que vous souhaiteriez mettre en place? Si vous aviez quelque chose à demander à l'État, ce serait quoi prioritairement? Déjà les actions telles que CARE ont été très bénéfiques pour les PME. Il faut qu'elles continuent avec les actions peut-être CARE sur le plan RSE, ce serait très important. Si derrière, sur le plan financier, sur le plan cash et trésorerie, il y a eu un accompagnement de l'État avec le PGE, les PGE pendant la crise, ça c'est certain. Mais aujourd'hui, les assureurs crédits qui accordent des garanties pour le paiement de nous en tant que fournisseurs sont devenus beaucoup plus frileuses. Et aujourd'hui, même pour des sociétés e-bonus, les niveaux d'assurance crédit diminuent fortement. Donc, nos temps, ça se tend sur les trésoreries de toutes les PME et les BFR augmentent parce qu'on est obligé de réduire nos temps de paiement vers nos fournisseurs. Ça, c'est très important et c'est nouveau depuis quelques semaines ou quelques mois. Merci. On a parlé de label français, du travail qui est mené par la FIF actuellement. Est-ce que, peut-être pour accélérer les choses, est-ce que vous travaillez aussi au niveau européen? Est-ce que c'est un sujet sur lequel vous travaillez au niveau européen? Oui, bien sûr. Donc la FIF travaille avec l'ensemble
d'une part des autres syndicats professionnels européens, la VDB en Allemagne, il y a des échanges qui se passent là-dessus. Vous savez qu'il y a aussi des instances européennes qui sont d'ailleurs représentées ici, l'UIC, on a l'UNIFE qui a un stand. Donc oui, bien sûr, il y a ce travail européen. J'en suis prêt, moi, en tant que Pindrol fraîcheur, à reconnaître que l'Union européenne peut être le bon niveau de discussion. Donc, de ce point de vue-là, je suis prêt à aller avec Michael Bazin. L'enjeu est encore une fois un enjeu de vitesse d'exécution. Et est-ce que et vous pensez que vous allez aboutir quand? Est-ce que vous avez une idée justement vous parlez de vitesse d'exécution? Est-ce que le label France sera prêt avant le label européen ou est-ce qu'il y a un risque que le label européen arrive avant? J'espère que vous avez senti dans l'émotion que j'ai mis à interpeller la direction générale des entreprises que non, je pense que ça ne va pas assez vite. Je vais vous proposer une dernière fois la parole. Si quelqu'un a un remords, un regret de ne pas avoir levé la main pour poser une question. Non, je vous propose de terminer sur deux thèmes. On a pas mal parlé d'attractivité, mais ça aussi c'est un thème, je trouve qu'on entend depuis longtemps, le fait qu'il faut rendre la filière plus attractive. Qu'est-ce qui coince? Pourquoi on en parle depuis si longtemps et voilà et on peine autant à recruter? Est-ce que c'est une vraie difficulté? Et deuxième question, sur la numérisation, on l'a aussi évoqué, est-ce que la filière s'est assez digitalisée? Et ce que je vous propose, puisqu'on arrive vers la fin de cette rencontre, c'est de vous donner à chacun la parole, mais vraiment très rapidement. Vous êtes 7, donc pas plus de 2 minutes chacun, voire moins. Un petit mot de conclusion, peut-être autour de ces questions ou d'un autre thème qui vous paraîtrait plus important à évoquer à cette fin de rencontre. Donc, chacun à votre tour, si vous le voulez bien. Guitare, je vous laisse la parole. Juste sur l'attractivité, rappeler que la FIF a travaillé sur le doc donc autour de la formation et de l'emploi, qu'on a travaillé aussi avec la SNCF sur ce sujet. Moi, à titre personnel, je suis confiant pour mes entreprises, donc Pindrol et Fraîcheur. La mobilité durable, ça a du sens. Les jeunes le voient très clairement. Et on voit des jeunes rentrer dans les entreprises par l'alternance également qui a été développée. Et je suis de ce point de vue-là confiant. La digitalisation, elle est là. Il faut vraiment passer des proof of concept à une utilisation systématique sur les plateformes. On sait qu'il y a beaucoup d'enjeux techniques. Moi, j'espère vraiment qu'on va réussir à faire la mise à l'échelle rapidement. Voilà, merci. Merci Michel Marson. Oui, c'est clair que c'est difficile aujourd'hui de recruter, de mettre les fils. Un peu partout, que ce soit en ingénierie, que ce soit en achat, en technique, en conduite, etc. Donc c'est une vraie difficulté. Je crois qu'il faut qu'on arrive à réinventer aussi des meubles qui soient plus attractifs. Mais on est aussi dans un système qui est pas toujours, on va dire, très processé, où il y a des coûts de co-apprentissage dans le côté SNCF, et c'est important le co-apprentissage, et pour ça il faut aussi qu'on ait le personnel qui travaille proche de nous. On peut pas toujours tout faire en télétravail. Je crois que c'est aussi quelque chose qui bouscule les habitudes, mais on a un sujet ici effectivement qu'il faut travailler. Moi, ce que je retiens, peut-être aussi quelques points qui sont importants au niveau enfin, on a parlé de tout ce qui est agilité sur les appels d'offres, etc. Ça ne nous empêche pas globalement d'avoir quand même des panels qui sont très très français. Aujourd'hui, on reste à plus de 90% de panels français. Et on va avoir l'arrivée de la concurrence qui est réelle et qui va accélérer chez nous tout un tas de processus. On parle de plus en plus de time to market. Donc à chaque fois qu'il y a un nouveau besoin voyageur, ce qui est important, c'est de le mettre de façon opérationnelle très très vite, et l'ensemble de la filière va devoir s'organiser, y compris achats, les fournisseurs, les ingénieurs, etc. Une façon d'homologuer les produits pour savoir délivrer, je dirais, un nouveau concept de train ou alors de délivrer un nouveau service, je dirais, de façon extrêmement rapide. Et ça va aussi, c'est quelque chose qui va sans doute aider à l'agilité également de notre filière. Merci Valérie Géraudin.
Oui, au sujet de l'attractivité, je pense que la filière ferroviaire bénéficie là, depuis 2 ans d'être vraiment porteuse d'un sens fort par rapport aux enjeux du changement climatique et de la transition écologique. Et vraiment, ce sens fort de la filière ferroviaire peut vraiment nous aider à plus attirer. Je pense que c'est aussi important, et c'était l'enjeu aussi de cette table ronde de cette communication au sujet du CIFER, c'est vraiment de faire prendre conscience à l'ensemble je dirais des jeunes et moins jeunes que derrière la filière ferroviaire, il y a une filière industrielle et donc source d'innovation, de RSE et donc voilà, on a besoin de talents et je pense qu'il faut tout ce qui est fait en ce moment sur cette communication de la filière ferroviaire qui est une filière industrielle va vraiment nous aider dans cette attractivité. Et puis pour revenir sur effectivement les contraintes du code de la commande publique, tout l'enjeu c'était aussi de dire que même si on a ces contraintes-là, voilà, en travaillant différemment, on arrive à trouver des solutions et la preuve, on ne peut pas imposer d'acheter français, mais malgré tout, on a 97% de nos achats en France. Donc, on voit qu'on a des solutions. C'est ça qui est important. Merci. Antoinette Cousin. Je pense qu'après cette crise sanitaire et crise des métaux, des flambées des métaux d'une manière générale, je pense qu'on a besoin de remettre des relations humaines dans nos relations entre donneurs d'ordre et fournisseurs. Je pense aussi, et je pense que on est bien parti pour, en tout cas, il y a volonté de part et d'autre, et ça c'est très encourageant pour la filière. Dans nos entreprises, on continue, et il faut qu'on continue à redorer l'image de l'industrie, parce que c'est pas toujours attirant le travail manuel dans les ateliers. On doit continuer à travailler sur l'apprentissage, l'alternance et la marque employeur vers nos entreprises, nos PME, parce que c'est plein de richesses, avec de l'innovation derrière. On veut continuer en tant que petite PME à monter, à suivre nos grands clients pour les accompagner sur des petites initiatives en PME, en innovation, et je suis sûre qu'on a de la compétence et des ressources. Merci Stéphane Brunet. Donc s'agissant de l'opéra, ils nous en très forte croissance, donc tout va bien. On a une difficulté, c'est le recrutement. En l'analysant, je pense objectivement que c'est pas lié à l'attractivité de la filière en tant que telle, parce que de tous les chefs d'entreprise, de tous les secteurs, mais des difficultés de recrutement. Donc là aussi un critère période qui me paraît largement prépondérant versus la filière elle-même. La seule chose que je peux regretter, c'est que il n'y a pas de prise de conscience, et pourtant au niveau, en tant que dirigeant, je le souhaite, des femmes qui peuvent travailler sur des postes opérationnels, comme pas administratifs, sur des postes opérationnels dans le ferroviaire. Donc ça, c'est peut-être un message que l'on doit, et je pense qu'une instance comme le CIFER, le relayer largement, parce qu'il y a vraiment de la place pour elle. Un mot de conclusion, Laurent Beuillet. Oui, en fait, un mot qui combine les deux interrogations vous soulevez, à la fois l'attractivité et en même temps le digital. En fait, les deux sont liés et les deux vont nous tirer vers le haut. C'est insoupçonné à aujourd'hui le potentiel d'économie financière et de transformation que le digital va apporter. Et même si on dit ça fait déjà 10 ans, en réalité, c'est embryonnaire encore à ce stade. Les capacités qu'on est en train de développer en intelligence artificielle, les jumeaux numériques, etc., les premières applications, les enclenchements numériques en Norvège sont gérés dans le cloud, des trucs insoupçonnés il y a encore 5 ans de ça. En fait, c'est la vitesse du film qu'on ne maîtrise pas. Et ce qui est important de retenir, c'est que toute l'industrie mondiale va y passer. Et que une des manières de combattre les problématiques de compétitivité ou de dépendance qu'on aura sur le matériau, c'est d'essayer de la compenser par ailleurs sur notre capacité à être en avant-garde sur le monde du digital, à la fois dans la manière dont on conçoit le produit, la manière dont on fabrique le produit et la manière dont on maintient le produit, sachant qu'en plus le digital permet d'avoir moins d'équipements, je pense notamment à l'infrastructure. Voilà, je parle par exemple de la Norvège et des enclenchements qui sont dans le cloud. Ce qui fait qu'en plus c'est bon pour l'empreinte carbone puisque on a moins d'équipements, etc. Je pense qu'on sous-estime ça prendrait un forum dédié autour du digital dans le cas du ferroviaire, où de se rendre compte du potentiel qu'on a devant nous. Et en même temps, j'en finirai là,
C'est une source majeure d'attractivité pour la filière qui a complètement besoin de se réinventer de A à Z, de faire de la vraie com, du marketing, de s'inspirer de d'autres industries pour attirer les talents et changer l'image des marques. Donc ça, on est tous responsables. La FIF est responsable, les industriels sont responsables. On a tous le même problème, mais on est responsable du problème qu'on a. Mais je pense qu'à travers le digital, on a une opportunité pour attirer ces nouvelles générations dans des nouveaux métiers qui vont être le potentiel de demain. Moi, je crois, je suis positif sur cet aspect-là. C'est peut-être ça qui va nous tirer vers le haut et nous différencier des autres industries ferroviaires, des autres pays européens à travers le monde. Merci. Et donc, vous avez le mot de la fin, Michael Bazin. Merci beaucoup déjà, encore merci pour tous ces échanges, mais peut-être juste pour insister sur la transition numérique, je pense que c'est un formidable outil pour faire sauter l'ensemble des barrières à l'entrée et qu'il n'est pas impossible que dans 5 ou 10 ans, des grands donneurs d'ordre externes soient capables de proposer une offre clé en main de bout en bout et qu'on ait un leadership français qui soit remis en cause parce que la filière française n'a pas fait assez ce saut technologique sur la base d'un certain conservatisme. Il faut dépasser ce certain conservatisme et il faut aller au-delà. C'est encore une fois tout l'objet du contrat de filière. Sur les compétences, il faut vraiment accélérer, mais c'est un enjeu transversal à toute l'industrie et c'est pour moi l'enjeu majeur de ces 10 prochaines années. Voilà. Merci d'avoir participé à cette table ronde qui était très intéressante. Merci à vous de l'avoir suivi et à bientôt, j'espère. Bonne soirée, bonne fin de salle. Mais merci.